7h37, à l'instant, c'était le dernier Peggy Polito, pardon. Peli Pogito. Ouais, Peggy Polito. Viens dans ma vie, je vous invite à aller voir le clip sur internet. Et aller dans sa vie. Et aller dans sa vie. Voilà, il est superbe le clip. Et voilà, c'était donc le dernier Peggy Polito à l'instant. On va passer maintenant avec le dernier Pierre Charpioz. Le dernier, non, Le dernier. Oui, il y en aura d'autres. Ah, T'inquiète c'est-à-dire pas. quoi, il y, Enfin. y a un petit Pierre en préparation, c'est ça? Non, il y T'as a une une armée nouvelle à de nous pierres. annoncer? Il y a une armée de pierres. Quoique, Je prépare des clones. en fonction du Je sujet. travaille trop, donc. Là, tu vas parler de la NSA, ce sera peut-être ta dernière chronique. Hein. Ouais, attention, Peut-être, tu es ouais. surveillé. Non. Peut-être. Je sais pas, peut-être. On va Ah, tenter. c'est pour ça que t'as peur en fait, oui, parce que C'est pour ça que j'ai antenne- peur, ouais. voilà, Ça hors sera antenne, les il- révélations, hein. Il a On va en en parler il disait partout, qu'il avait ouais. un peu peur. Allez, c'est parti. Bah, vas-y, lance-toi. Je vais me lancer, Pour ta- bah oui, parce qu'on va parler donc de la NSA, d'Edward Snowden Ouais. et de l'espionnage des Américains. On en a entendu pas mal parler ces derniers temps, hein. Les Américains nous espionnent, récupèrent nos données, suivent nos conversations, épient nos recherches sur Internet, écoutent Radio Arc-en-Ciel, et peut-être pire encore. On parle beaucoup d'un organisme d'État hein, à l'origine de cet espionnage, la NSA, et d'un homme qui aurait tout révélé, Edward Snowden. Alors on va essayer de comprendre qui est Edward Snowden et qu'est-ce que c'est que cette NSA concrètement et qu'est-ce qu'elle fait. C'est le frère de. Déjà, c'est le frère de Jack Frost, non? C'est pas Snowman, c'est Snowden. Ah, d'accord. Edward pas mal. Snowman, ouais, ça aurait été pas mal. NSA, ça veut dire quoi déjà? National Security Agency. Agency. Agence de sécurité nationale. National, ouais. Simplement. National Ce qui américaine. est super original comme nom en fait. C'est vrai que Pas traduit en américaine, français, non, ça fait juste beaucoup moins bien. Agence de sécurité nationale, NSA. Il y a juste un A. Ouais, ok. Parce que de toute façon, national, c'est américain. Oui, voilà c'est Pour les ce que je Américains. voulais dire, ouais. Non, pour les les Américains nationaux, c'est toute la planète. Bah, c'est des fois. t'as- Dans leur tête, c'est ça en tout cas. Dans toute la planète, c'est les ennemis, et puis il y a les Américains au centre. D'accord. Donc c'est sécurité nationale, donc c'est pour protéger les Américains et Protéger l'Amérique. le pays. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que ça a été créé. Mais on va essayer de comprendre justement Vas-y. pourquoi ça a été créé et qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Alors, tout ça commence pendant la Seconde Guerre mondiale. Puisqu'afin d'espionner les télécommunications ennemies, il y a le gouvernement américain qui crée au sein de l'US Army et de l'US Navy des départements de Communication Intelligence ou COMINT, qui avaient donc pour objectif principal d'intercepter les communications radio ennemies afin, vous vous en doutez, de déjouer le plan Voilà. des ennemis. Bon, faut dire comme n'importe. Comme tout le monde à Voilà, l'époque, comme tout ça, n'importe c'est- qui ailleurs sur la planète, sauf que les Américains ont toujours été meilleurs à ce petit jeu-là. Mais Bon, les Russes, c'est c'est vrai pas que- mauvais aussi, mais c'est vrai que tout tout ça, le monde s'y ça met. reste quand même évidemment très classique. hein. Ouais. L'espionnage, c'est un art de la guerre des plus traditionnels, Oui, voilà. donc il n'y a rien de scandaleux là-dedans. Mais vers la fin de la guerre, le gouvernement américain décide de créer un autre comité d'espionnage, un comité d'espionnage des services de renseignement ennemis, le Target Intelligence Committee, ou TICOM, qui va donc espionner les services d'espionnage de l'axe des ennemis. Donc pour comprendre, c'est un comité qui sert à la fois de contre-espionnage, Mhm. mais aussi et surtout, il est créé afin de comprendre les systèmes d'espionnage ennemis et bien sûr de pouvoir les copier. C'est-à-dire on va espionner les espions ennemis. Comment est-ce que l'espionnage des Voilà, télécommunications comment ils font, fonctionne en Allemagne, en Russie, etc. Et comment est-ce qu'on va pouvoir les copier. Bon, après la guerre se finit, beaucoup de militaires des COMINT, des services d'espionnage donc des télécommunications, sont démobilisés. Mais les départements ne vont pas fermer pour autant, puisque vous vous en souvenez, dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale, Eh oui. éclate la guerre froide, et les services d'espionnage de l'un comme de l'autre bloc auront fort à faire de s'espionner mutuellement. Sauf que les États-Unis ne vont pas se satisfaire d'espionner les Russes. Les services des COMINT ont en effet comme objectif d'espionner également la Chine communiste, la Grèce et la France. Et la France. Pourquoi la France? Alors pourquoi la France? Eh bien tout simplement car à l'après-guerre, le PCF, le Parti communiste français, D'accord. c'est le principal parti de France. Et ouais. Communiste, on espionne. On écoute, ouais. Il y avait des communistes en Chine aussi. Ah oui, c'est vrai, ça La comme. Chine communiste, la Grèce, La il y avait des Grèce aussi, communistes. Voilà. Là où il y avait pas mal de communistes, on s'est dit, C'est bien pas ça. cool, c'est pas cool. C'est pas des amis, on espionne. Voilà, quoi qu'il en soit, en 1947, après l'US Army et l'US Navy, donc l'armée de terre et la marine en Mhm. VF, c'est l'US Air Force, l'armée de l'air, qui crée son service d'espionnage des télécommunications. Et en 1949, puisque ça devenait un peu compliqué, pour simplifier, on a rassemblé les trois services au sein d'une même agence militaire, l'Armed Forces Security Agency, AFSA, l'agence de sécurité des forces armées. Mais problème, en juin 1950, la Corée du Nord déclenche la guerre de Corée, et l'AFSA n'avait ni traducteur ni linguiste coréen. En gros, personne ne comprenait rien des télécommunications perçues en Corée. Ah, ça c'est bon. Ça Ouais, bah, c'est américano-américain. Ça, Voilà, on c'est espionne ça. des trucs qu'on peut pas comprendre, On mais bon, comprend on pas. espionne quand même. Donc on se dit, il y a quand même un problème, il faut donc réorganiser tout ça, développer plus cette agence, embaucher du monde pour que ce genre de problème n'arrive plus. Alors c'est pourquoi le 24 octobre 1952, le président Truman décide de fermer l'AFSA
et de créer la National Security Agency, l'agence de sécurité nationale, donc la NSA. Et contrairement à l'AFSA, la FSA, la NSA est à la fois militaire et civile. Ce qui fait qu'en plus d'espionner les militaires, elle peut espionner les civils. Eh oui. Bon, ce qu'il faut bien comprendre à ce moment-là, c'est que la NSA n'existe pas officiellement. Elle est classifiée top secret. Bon, au fur et à mesure, cette classification devient un secret de polichinelle et l'agence est surnommée par les journalistes No Such Agency, NSA. Voilà. Jeu de mots, il n'existe pas une telle agence en français. Impossible. Voilà, et en 1957, l'agence est officiellement reconnue. Alors la guerre froide a installé les États-Unis dans un climat de paranoïa et la NSA a commencé à espionner tous azimuts, ennemis comme alliés, étrangers comme américains. Et l'agence est même allée un peu trop loin, au point que les élus américains votent en 1978 le Foreign Intelligence Surveillance Act, le FISA, qui interdit à toute agence gouvernementale étrangère et surtout américaine d'espionner des citoyens américains sans mandat. Et à partir Gros de- succès, hein. C'est jamais arrivé depuis 1978. C'est arrivé une fois en fait, concrètement, et puis depuis c'est plus arrivé parce que la NSA ne peut plus espionner d'Américains. Ce qui fait que la NSA aujourd'hui n'espionne que des étrangers. Oui, non mais Voilà. tu y crois sérieusement? Disons, Ouais, c'est plus la NSA qui le fait. c'est non. plus la NSA. Notre bon, société, peut-être. Je sais pas. ça reste une grande question. Maintenant, on va faire un travail de journaliste et on va dire ce qu'on sait officiellement. Ouais. Après, les rumeurs, etc., peut-être, mais officiellement, il y a eu un espionnage en 2005, mais on va revenir dessus, de la NSA à des Américains. Il n'y en a pas eu officiellement reconnu, en tout cas, ni même prouvé. Il n'y a pas eu trop d'affaires concernant ça. Par contre, le problème, c'est plus que les Américains espionnent d'autres pays sans mandat, et ça, sans se gêner non plus des lois qui existent dans les différents pays. Ça, c'est plus le problème, du moins actuellement. Alors c'est pour ça qu'à cette époque-là, la NSA se focalise donc sur l'espionnage des pays étrangers. Alors bon, on va passer les différentes affaires qui impliquent la NSA pendant la guerre froide, sinon ça durerait 3 heures. Et on va aller en 2001. En 2001, le 11 septembre, 2 avions s'écrasent contre les tours du Centre mondial des échanges, le World Trade Center. Ça, vous vous en souvenez forcément. C'est dur de l'oublier. Voilà, installant progressivement les États-Unis dans une panique encore plus forte que celle de la guerre froide, la peur du terroriste. Une peur qui est organisée en partie par le gouvernement et qui consiste à dire que l'ennemi peut être partout, aussi bien à l'intérieur, ce qui conduit, on l'a dit, la NSA à espionner illégalement des citoyens américains en 2005, c'est Bush. C'est par rapport à ça, justement. Voilà, Ouais. aussi bien qu'à l'extérieur. Et la NSA développe ses méthodes d'espionnage à celui d'un nouvel outil de communication très à la mode, Internet. En juillet 2009, la NSA annonce la construction de l'Utah Data Center, un centre de traitement de données le plus cher et le plus sophistiqué au monde, capable de collecter des données de milliards de données de communication et capable de les stocker. Donc ce centre est officiellement opérationnel depuis septembre 2013. Alors quelles sont les activités du centre et ses objectifs? Exactement, on ne le sait pas encore à ce moment-là. Tout ce qu'on sait, c'est que ça fait partie de la lutte contre le terrorisme. La fameuse lutte contre le Voilà, la terrorisme. lutte contre le terrorisme qui permet de faire plein de choses. Qui valide plein de choses. Voilà, c'est ça, c'est la guerre. Alors pendant ce temps-là, il y a un jeune licencié en informatique, Edward Snowden, qui s'engage le 7 mai 2004 dans les forces spéciales de l'US Army afin de combattre en Irak. Mais suite à un accident pendant un entraînement, il se brise les 2 jambes et est contraint d'abandonner ses projets militaires. Et comme il habite à Elliott City, il postule pour un petit job dans la grosse entreprise locale qui fait travailler toute la ville, la NSA. Normal. Et il devient donc agent de sécurité à l'université du Maryland, en contrat pour la NSA, ce qui lui permet de se faire quelques contacts et d'obtenir un poste dans la sécurité informatique à la CIA. Il sera donc de 2004 à 2009 en poste pour la CIA à Genève, et il y découvre les méthodes de la CIA, prête à tout pour que la transparence bancaire soit la plus opaque possible. Une expérience qu'il n'a pas vraiment approuvée, lui qui est un militant convaincu de l'Internet libre et de la transparence absolue. Il démissionne donc en 2009 de la CIA et part travailler pour Booz Allen Hamilton, une entreprise privée d'informatique qui est notamment prestataire de la NSA. Et voilà comment Snowden, chez Booz Allen Hamilton, se retrouve à être administrateur système pour la NSA. D'accord. Et c'est un emploi qui l'amène à travailler à Hawaï, au centre de renseignement régional, et à avoir accès à la liste des ordinateurs et téléphones portables espionnés par la NSA. À partir de 2012, il entre en relation avec différents journalistes, du Guardian et du New York Post notamment, en leur expliquant qu'il détenait des informations confidentielles sur l'espionnage par la NSA d'ordinateurs dans le monde entier, sans toutefois donner des informations précises. Mais fort de ses convictions politiques, à l'opposé de ce pourquoi on l'employait, il décide alors de copier toutes les données ultra confidentielles auxquelles il avait accès sur une clé USB. Et puis avec ces données, c'est comme dans un film d'espionnage, il prend l'avion et il s'envole pour Hong Kong.
À Hong Kong, il invite les journalistes du Guardian et du Washington Post avec qui il avait correspondu à les rejoindre pour donner en toute sécurité, puisque Hong Kong n'est pas aux États-Unis, les données confidentielles qu'il a recueillies. Et suite à ça, de retour dans leur rédaction, les journalistes publient leurs articles. Alors le 5 juin 2013, c'est la Glenn Greenwald du Guardian qui dévoile un espionnage massif par la NSA des appels téléphoniques de l'opérateur Verizon. Et le lendemain, le 6 juin, Barton Gellman et Laura Poitras dans le Washington Post dévoilent l'existence du programme de surveillance PRISM. Et c'est là qu'éclate vraiment l'affaire avec la NSA, avec la découverte donc de ce programme classé top secret PRISM. Alors PRISM, c'est un programme qui permet de surveiller et de collecter toutes les données informatiques sur Internet de n'importe quel individu en dehors des États-Unis, conformément donc au FISA. En gros, ce programme, qui a été mis en place après le 11 septembre 2001 par l'administration Bush, peut collecter toutes les données enregistrées sur des serveurs des principales entreprises d'Internet forcées de collaborer, donc notamment Google, Facebook, YouTube, Microsoft, Yahoo, Skype, AOL et Apple. En gros, il suffit que vous cherchez djihad ou acheter une Kalachnikov sur Google pour que ça éveille les soupçons de la NSA et qu'on commence à vous surveiller. À surveiller votre profil Facebook, vos recherches sur Google et vos communications par mail. Même si vous effacez l'historique et même si ces données sont privées. De plus, la NSA relève votre adresse IP, votre adresse de connexion Internet, et c'est donc précisément qui vous êtes et où vous habitez, et peut espionner vos communications téléphoniques. Pas les appels en eux-mêmes, puisque ça c'est techniquement impossible, et légalement impossible, mais la NSA peut connaître la personne avec qui vous avez communiqué et la durée de la communication. Alors le seul moyen de devenir irrepérable pour l'instant par la NSA, c'est d'utiliser un VPN, un logiciel qui permet donc de cacher son adresse IP. Ou de pas aller sur Internet. Ou de pas aller sur Internet aussi. De ne plus téléphoner. De ne plus téléphoner, mais... Bah ouais. Voilà, mais télégraphe. De ne marcher que sous des tunnels. C'est ça. Que le télégraphe peut aussi être repéré par la NSA. D'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, il repérait les communications télégraphiques. Donc voilà, mais le problème avec le VPN, c'est que la NSA remarquera que vous avez utilisé un VPN. C'est ça. Et donc elle se dira, c'est louche, il a quelque chose à cacher, quoi. Hein. Et donc elle pourra certes pas relever votre IP, mais elle la gardera sous la main et stockera toutes vos données en attendant de trouver un moyen de contrer le VPN. Et de plus, et c'est là que c'est vraiment compliqué, c'est que cette surveillance va plus loin que la lutte antiterroriste et touche à l'espionnage industriel. Puisqu'il suffit par exemple de surveiller les communications d'un haut placé d'une entreprise concurrente à une société américaine pour savoir quelle sera la politique à venir de cette entreprise. Avec quoi il y a de gros soupçons quant à la passation de marché entre Boeing et Airbus, je sais plus, je crois que c'est l'Égypte, sur le marché égyptien, qui est finalement, contre toute attente, s'est tourné vers Boeing, alors que... Comme par hasard. Que surprise. Ouais. Et il y a eu effectivement des informations qui ont filtré de la NSA et qui ont permis à Boeing c'est le problème, on ne sait pas ce qui surveille la NSA. On ne nous dit pas tout. Est-ce que c'est que la lutte antiterroriste ou est-ce que ça va au-delà de ça? Malheureusement, il y a des chances que ça aille au-delà de ça. Alors ce programme PRISM révélé, la panique s'installe bien sûr et l'affaire prend de l'ampleur. Et 3 jours plus tard, tout ça va très vite, le 9 juin, Snowden révèle son identité dans les pages du Guardian et du Washington Post simultanément et l'affaire prend donc le nom d'affaire Snowden. Parce qu'auparavant, Snowden communiquait de manière ultra cryptée et était a priori indétectable même pour la NSA. Il faut dire que c'est un informaticien et qu'il est capable de communiquer avec des réseaux souterrains et des choses comme ça. Ouais. La plupart des individus ne sont pas forcément capables de faire. Alors dans la foulée, David Cameron, qui est donc le Premier ministre britannique, demande au Guardian, le quotidien britannique aussi, de détruire les informations classées en leur possession. Le Guardian s'exécute et détruit tous les disques durs en présence d'agents de l'État. Mais on apprendra plus tard que le journal avait fait des copies sur des serveurs à l'étranger et donc hors de la légifération britannique, et continuera donc à révéler les informations de Snowden. Le 23 août 2013 justement, le Guardian s'allie avec le New York Times pour continuer à publier des données confidentielles. Mais pourquoi le gouvernement britannique avait si peur des révélations du Guardian concernant l'américaine NSA? Réponse le 31 juillet 2013. Le Guardian ainsi que d'autres journaux révèlent l'existence du X-Keyscore, un programme top secret créé par la NSA pour les gouvernements américains, mais aussi canadiens, australiens. Des centaines de manifestants alors. Ouais, se manifestent tout de suite. L'ordinateur s'est lancé, alors pourquoi on ne sait pas, mais parce que j'étais en train de faire des recherches sur la NSA. D'accord. Alors, voilà. Il y a des manifestants. Déjà, voilà, ma chronique n'est même pas encore terminée. Voilà, déjà, on manifeste. Alors, ils sont devant la fenêtre là. Grouille-toi, vas-y. Donc je parlais donc de ce programme top secret X-Keyscore, compliqué à prononcer, qui est utilisé par les gouvernements américains évidemment, créé par la NSA, mais qui est aussi utilisé par les Canadiens, les Ça, Australiens, c'est pas moi, hein. Non, les Néo-Zélandais et je vous le donne en mille évidemment, les Britanniques. Pas étonnant donc que Cameron ait eu la frousse en entendant les premières révélations du Guardian.
En gros, XKeyscore, c'est le pendant Commonwealth de Prism, en plus performant encore, puisque XKeyscore va notamment jusqu'à enregistrer toutes les pages Wikipédia que vous avez regardées. T'as regardé NSA sur Wikipédia ? Non, j'étais pas sur Non, Wikipédia, mais j'étais sur justement les manifestants manifestaient contre ce fameux XKeyscore, puisque même les Américains sont complètement choqués d'apprendre Bah oui. à quoi ce... Ils sont facilement choqués, les Américains, mais bon. Fait du quoi être choqué Quand ça quand les même, hein. arrange souvent. Et de plus, le pire, c'est qu'il se pourrait que, outre la NSA, la CIA et le FBI, c'est le MI6, les services de secret britanniques, qui auraient eu accès aux données récoltées par la NSA via Prism et XKeyscore. Et c'est loin d'être fini côté révélation, puisque depuis le 21 octobre 2013, Le Monde travaille en France avec Glenn Greenwald du Guardian dans la publication de données concernant l'espionnage par la NSA de citoyens français. On a appris ainsi que les entreprises françaises Alcatel, Lucent et France Télécom, via sa filiale Wanadoo, avaient collaboré de gré ou de force avec le programme PRISM et donc avaient divulgué des informations sur leurs utilisateurs à la NSA. C'est-à-dire nous. Voilà, c'est-à-dire nous, parce qu'on a tous à un moment ou l'autre utilisé Wanadoo Voilà. ou Alcatel, Lucent. Donc voilà. C'est pas bien, ça. Et en plus, voilà, peut-être d'autres entreprises collaborent aussi, ça on ne sait pas forcément. Et pour empirer les choses, le magazine allemand Der Spiegel a également dévoilé qu'outre l'espionnage d'Internet, la NSA avait mis sur écoute les portables personnels de chefs d'État européens, dont celui d'Angela Merkel. Elle n'était pas très contente quand elle a appris ça. Bah, tu m'étonnes. Bref, tout va pour le mieux au pays des relations diplomatiques, et tandis que le gouvernement américain et ses alliés cherchent à tout prix à mettre fin à ces révélations et à calmer le jeu, le traître pour les États-Unis, Edward Snowden, continue ses pérégrinations et commence à devenir un peu le symbole d'une époque. Et on en reparlera la semaine prochaine, parce que sinon, on peut en parler encore pendant longtemps. Exactement, la semaine prochaine, la suite à 7h40. Voilà, on va se consacrer sur les déplacements d'Edward Snowden, qui a vécu une espèce d'une vie à la James Bond ces derniers temps entre Hong Kong, Ouais, la Russie un peu en et mode espion. le Venezuela. ouais. Vous parlez un peu Bon. d'Evo Morales. Il y a quand même des répercussions bénéfiques de cet espionnage, notamment sur les Américains au niveau culturel, puisque les Américains, les spectateurs américains connaissaient Julie Gaillet bien avant les Français. Hein. C'est vrai. Ah oui, Voilà. forcément, comme la NSA espionnait le téléphone portable Ah, il le savait. voilà, en fait. de François Hollande, tout le monde connaissait Tout le monde Julie connaissait. Gaillet aux États-Unis, alors qu'en France, Mm. avant cette histoire, personne ne la connaissait. Voilà. Mais faut dire Maintenant, que on la connaît bien aussi. Hein. Barack Obama défend quand même ça en disant que sans ces programmes-là, on n'aurait jamais pu retrouver Ben Laden et on n'aurait pas pu traquer les Ouais. terroristes maintenant. Bien sûr. Bon, est-ce que ça sert qu'à ça ? Ouais. Et est-ce Ouais. que c'est vraiment la solution pour... C'est un raccourci. Surtout sans toutes ces magouilles américaines et autres, hein, des quelques pontes là, qui dirigent la planète, ouais. des Ben Laden, il n'y en aurait jamais eu. Donc voilà. C'est vrai. Voilà, je C'est vrai. pense que C'est un c'était le autre mot de la débat. fin. Et c'est un autre débat. Et rendez-vous la semaine prochaine pour en connaître plus sur Monsieur Snowden Voilà. et son histoire perso. Ça vit son œuvre. Sa vie, son œuvre, exactement. Merci Pierre. On se retrouve dans quelques instants pour l'émission Cinéphage. Fini la politique, fini la NSA. Ce sera en mode divertissement et cinéma dans quelques instants.